Bienvenue dans Be Mindset, le podcast qui explore le mouvement du corps et de l'esprit, la santé naturelle, le développement personnel, la préparation physique et mentale ainsi que la performance. Embarquez avec moi pour un voyage captivant à travers la compréhension du corps humain. Je suis Alexandre Mafre, fondateur de Be Mind Coaching. Riche de 10 ans d'expérience en tant que coach sportif et mental et préparateur physique de sportifs professionnels, j'ai décidé de partir à la rencontre d'experts, de coachs, de thérapeutes, de sportifs de haut niveau, d'entrepreneurs et des personnes aux récits de vie incroyables. Si comme moi, vous avez soif de comprendre, de découvrir et d'explorer votre plein potentiel, ce podcast est fait pour vous. Alors, prêt à libérer tout le potentiel qui sommeille en vous? Si c'est le cas, installez-vous et bon voyage. Salut les Be-Minders et bienvenue dans un nouvel épisode de Be Mindset, le podcast qui explore les rouages du bien-être et de la performance. Aujourd'hui, j'ai l'honneur exclusif de pouvoir échanger avec Sean de Upside Strength, un véritable expert en préparation physique et formateur de renom dans le monde du CrossFit. Vous avez sûrement déjà dû voir un de ses petits réels sur YouTube. Sean est très actif sur ce réseau. Sean ne se contente pas d'être un coach sportif, il est également un maître dans le développement de la force et l'amélioration de notre VO2 max. Il distribue des formations depuis maintenant plus de 10 ans et il nous livre à travers ces discussions son parcours qui est pour moi une source inépuisable de sagesse et d'inspiration. Nous plongeons ensemble dans des discussions profondes explorant la différence entre le métier de préparateur physique et celui de coach sportif. Sean partage son point de vue sur l'évolution de notre métier lors de ces 10 dernières années et il souligne l'importance et le courage qu'il faut avoir pour reconnaître que nous ne pouvons pas tout savoir. Découvrez également comment devenir un généraliste exceptionnel dans le domaine avec un impact holistique sur la vie des clients ou d'un athlète. Nous aborderons également les limites que chaque coach sportif doit affronter, discutant ouvertement du burn-out, de la surcharge de travail, mais également la surcharge de stress. L'épisode explore la vie après le coaching, mettant en lumière les conséquences et la nécessité de savoir dire non, de se prioriser pour trouver l'équilibre dans sa vie quotidienne afin de pouvoir accompagner au mieux les personnes que nous suivons. Sean partage également des conseils précieux sur la routine du sommeil, la calibration de notre horloge interne et l'importance cruciale du repos. Plongez dans l'univers également du CrossFit avec la vision unique de Sean, démystifiant certaines déviations autour de cette pratique et rappelant les fondamentaux avec la pyramide du CrossFit. Enfin, abordons le sujet essentiel de la respiration, explorant son rôle central dans la performance physique et mentale. Cet épisode vous offre une perspective rare sur le monde du coaching, emballé avec des conseils pratiques et une sagesse qui transcende le sport pour toucher tous les aspects de la vie. Sur ce, préparez-vous à une discussion fascinante qui vous inspirera à repousser vos limites et à atteindre de nouveaux sommets. Je vous laisse rester à l'écoute de Be Mindset, tendre l'oreille, prendre de quoi noter, et c'est parti. Bel épisode. Salut les Be-Minders et bienvenue dans un nouvel épisode de Be Mindset. J'ai le plaisir d'accueillir Sean de Upside Strength. Excuse-moi, j'ai pas encore l'accent hyper bien anglophone. Donc un vrai plaisir de te recevoir. Une fois de plus, je te le redis en live et en direct. Un grand merci de ta disponibilité parce que Sean a vraiment répondu du tac au tac pour cet épisode. Sans condition, direct, il a accepté et c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir échanger avec toi, spécialiste de la préparation physique. Et puis je vais te laisser ensuite te présenter de manière un peu plus exhaustive pour bien comprendre ton univers, ton monde. Et puis c'est parti. Super, bah écoute, merci Alex, merci de me recevoir sur ton podcast. C'est un plaisir de pouvoir échanger. Les podcasts, comme pour ceux qui écoutent mes podcasts, j'adore ça. Et je pense que toute occasion est bonne à prendre quand il s'agit d'enregistrer des conversations intéressantes et de les partager. Donc voici, nous voilà. Pour la présentation, je m'appelle Sean, j'ai bientôt 34 ans, je suis basé en Suisse, à Nyon. Je me suis exporté pendant 7 ans au Canada. C'est là où j'ai commencé le coaching, d'abord dans un contexte plutôt coaching privé, coaching de groupe.
J'ai basculé ensuite sur la préparation physique. Je suis revenu en Suisse il y a bientôt 5 ans et j'ai travaillé avec le club local de rugby en préparation physique, avec l'Académie nationale, avec les jeunes également. Et depuis 3 4 ans maintenant, je me spécialise dans tout ce qui est développement de l'endurance, les tests d'effort et l'entraînement respiratoire. Je travaille avec un grand panel d'athlètes, je travaille avec des crossfitters, je travaille avec des gens qui font de la voile, je travaille avec des gens qui font de la course à pied et d'autres sports d'endurance à proprement parler. Je travaille avec des combattants, je travaille avec des gens qui font de l'haltéro. Mon motto, si tu veux bien, c'est l'endurance au service du sport. Ok. Et j'essaye de détailler ça au maximum au travers de mes vidéos, au travers de mes podcasts, au travers de mon blog pour disséminer ces informations, les rendre accessibles et faire en sorte que le plus de monde possible puisse être en forme et puisse profiter au maximum de leurs conditions physiques et de leur sport. Eh ben, c'est une bien belle présentation, effectivement, une présentation exhaustive, comme je disais tout à l'heure. On peut retrouver Sean vraiment de manière euh, assez présente sur les podcasts, sur YouTube, où il nous donne vraiment du contenu très utile en termes de préparation physique, effectivement, en termes d'amélioration de l'endurance, de la force, pas mal de petits tips en termes de CrossFit et tout ça pour pouvoir améliorer soit notre pratique en tant que pratiquant, soit nos connaissances en tant que coach. Et c'est un vrai plaisir donc de t'avoir aujourd'hui. Je voulais profiter pour faire suite à cette introduction. La première question que j'ai envie de te poser, euh, tu as dit que tu avais commencé en tant que coach il y a maintenant 7 ans, c'est ça? Il y a près de 10 ans à peu près, ouais. Pas de 10 ans, et tu as glissé vers la préparation physique. J'aimerais que tu puisses me proposer ta version de la différence entre un coach et un préparateur physique. C'est une bonne question. Je pense que c'est un bon point de départ de mettre les points sur les i et de définir quelques termes clés. Donc, si on parle coach sportif, préparateur physique et la distinction entre les deux, à mon avis, le coach physique, le coach sportif se concentre essentiellement sur des objectifs de remise en forme ou de forme générale, là où la préparation physique va avoir un axe de performance sportive cible. Et je pense que la distinction, elle est là. Donc, c'est pas nécessairement une ligne qui est extrêmement claire, hein. Mhm. C'est une zone grise entre les deux, si on veut bien. Mais je dirais que dès le moment où la personne avec qui on travaille des aspirations de performance sportive, on peut commencer à parler de préparation physique. Je pense que la distinction, elle est principalement là. Après, il y a des préparateurs physiques qui font du très bon travail en coaching privé. Il y a des coachs sportifs qui font du super travail en prépa physique aussi. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir le titre pour être bon dans le job. Mais je pense que c'est utile de distinguer ces deux versants-là du coaching. Effectivement, c'est quelque chose d'assez important. Je posais cette première question parce que moi, la différence m'est venue assez de manière significative lors de ma pratique en tant que coach d'abord, et puis effectivement ensuite en tant que préparateur physique, où j'ai bien compris que c'était deux métiers à proprement dit, vraiment différents, en tout cas dans l'approche, dans la manière d'aborder les séances, avec la finalité qui effectivement peut être, enfin, en termes de prépa physique, on est vraiment d'ordre général sur de la perf, et alors que quand on est coach, on est avec un panel, je veux dire, peut-être un peu plus varié, moins précis sur la performance peut-être. Euh, Toi, dans cette distinction, est-ce que tu amènes lors de tes séances de prépa physique un petit peu du Sean coach ou et inversement, dans tes séances de coaching, est-ce que tu amènes de la prépa physique? Je pense que c'est un très bon moyen de le voir. Et comme tu l'as dit, on n'a pas besoin d'être l'un ou l'autre. Et on peut très bien osciller entre les deux et prendre un peu de chaque côté pour faire les choses à sa sauce. À l'heure actuelle, je coach très peu en présentiel. Ok. Par choix, du fait du développement de mes activités, notamment en ligne, Mhm. et que j'ai besoin de consolider tout ça pour avancer correctement. Mais c'est vrai que quand je faisais encore pas mal de coaching en présentiel, j'essayais toujours d'apporter les deux parce que l'aspect coach, eh ben, c'est quelque chose qui est transversal, qui indépendamment de la discipline, indépendamment du sport, indépendamment de la personne, c'est la manière dont tu communiques, c'est la manière dont tu écoutes, c'est ce que tu apportes à la personne pendant le temps que vous passez ensemble. Et ensuite, il y a les principes que tu utilises, les méthodes que tu mets en place, les exercices. Et là, je pense qu'il n'y a pas besoin
on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un chiasme important entre une séance de coaching sportif et une séance de préparation physique. Ça va dépendre de la compétence de la personne, bien entendu. Mais voilà, si tu fais ton job en tant que coach, tu devrais pouvoir entraîner quelqu'un et leur permettre de s'entraîner comme un athlète. Même si Mhm. ils n'ont pas d'aspiration de performance à proprement parler, eh ben, ça va te permettre de quand même mettre des objectifs en place, d'aller chercher des métriques, arbitraires soient-ils, mais au moins tu as des bases sur lesquelles travailler et dire, voilà, sur les 2 prochains mois, on va se focaliser sur le développement de telle et telle qualité, on va essayer de faire tant de reps à tant de poids sur tel exercice. Et ça, je pense que ça peut être des outils très, très utiles, que ce soit en coaching ou en préparation physique. Donc oui, j'allais couramment chercher ce que je ferais en préparation physique avec des sportifs et je donnais ça, on va dire, à mes clients qui, eux, n'avaient peut-être pas l'aspiration de performance, mais qui peuvent bénéficier de ce genre d'approche parce qu'on veut qu'ils deviennent meilleurs, on veut qu'ils soient plus Ouais. forts, on veut qu'ils soient plus endurants. Donc, il n'y a pas de raison de se dire, ah non, ils veulent pas de performance, donc on va pas travailler de cette manière-là. J'adorais commencer mes séances avec un bon échauffement, faire un petit peu de travail de vitesse, faire un petit peu de travail d'explosivité, et ensuite passer sur de la force et peut-être finir avec un petit circuit, quelque chose comme ça. Alors voilà, c'est les contraintes temporelles. On a 1 heure, faut faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais j'ai toujours trouvé que c'était une approche une structure de séance qui était plutôt axée préparation physique, Ouais. si on y pense vraiment, avec par exemple les sprints que je faisais en début de séance avec les rugbyman, pour ensuite passer sur des sauts, des lancers de balles, et ensuite finir sur un circuit un petit peu plus axé cardio. Bah, c'est tout à fait quelque chose que tu peux mettre en place, même avec Thérèse, 65 ans en Mhm. commençant avec un bon échauffement articulaire, en faisant des sprints sur un bike erg, en faisant des sauts sur une boîte ou même juste sur un disque de 10 kilos et progresser comme ça. Tout le monde peut s'entraîner de manière, entre guillemets, athlétique. Il faut Yes. juste savoir mettre en place les bons exercices et les bonnes progressions et le coaching qui va avec. Super, c'est vraiment très complet. Effectivement, avoir cette double casquette permet de pouvoir s'adapter, je pense, à un maximum de personnes Mhm. et réussir à intégrer l'un dans l'autre, combiner un petit peu cet aspect. Euh, j'ai tendance à croire qu'en prépa physique, on a plus tendance à aller dans la précision, dans les métriques, dans les calculs, dans la programmation, un peu plus loin que sur un coaching, on va dire, lambda. Mais quand on réussit à intégrer tout ça dans ton coaching, tu arrives à aller un peu plus loin, amener la personne à se dépasser peut-être un peu plus et effectivement en ciblant un peu mieux tes objectifs, comme on pourrait le faire lors d'une prépa physique, réussir à la personne à évoluer encore mieux vers son objectif. Mhm. Toi qui es dans le métier depuis longtemps, euh, je pense ça fait pareil, moi ça fait 10 ans que je pratique le job, donc j'ai vu le métier un peu évoluer. J'aimerais avoir toi ta vision de l'évolution du job depuis 10 ans. Comment tu as vu les différentes pratiques arriver, les différentes approches également. C'est quoi ta perception? C'est une très bonne question. J'essaie de trouver la réponse et je pense que la meilleure réponse que je puisse te donner, c'est l'évolution de ma perspective sur le job que je fais. Parce que de manière Super. plus globale, alors oui, j'ai la chance maintenant de parler, d'interagir avec beaucoup de coachs au travers de mes formations, mes séminaires et autres, mais euh, je n'ai qu'un seul point de vue malgré tout. C'est mon point de vue et c'est peut-être pas le plus simple de juger comment la discipline a évolué en elle-même, mais je te dirais pour moi, la manière dont la discipline de coach a évolué, c'est déjà la première chose qui ressort pour moi, c'est le fait de pas toujours tout savoir et le fait de pas toujours avoir raison. Quand on débute, on a souvent envie de tout savoir, on a envie de tout donner, on a envie de tout dire, on n'a jamais envie de se tromper, on veut pas laisser d'espace à l'inconnu ou à l'incertitude et on doit montrer qu'on sait. Parce que si on ne sait pas, à quoi on sert? Et ça, je pense que c'est une erreur qui est commune. Je pense que tous les coachs débutants passent par là. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, c'est de savoir dire je ne sais pas, de Ouais. savoir dire je ne suis pas sûr, de savoir dire qu'est-ce que tu en penses au sportif ou à l'athlète. Et ça, je pense que c'est la, la facette qui s'est le plus développée. C'est passer d'une dictature à une conversation, à un échange, à une collaboration.
Au début, la dictature, alors c'est peut-être un mot un petit peu fort, mais en gros, c'est le coach qui dicte ce que la personne doit faire, Ouais, indépendamment de la personne en elle-même, son état du jour, ses préférences, ses forces, ses faiblesses. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, bah, par exemple, je travaille avec Claudia, crossfiteuse française, mhm, et, ben on parle énormément, on parle presque tous les jours, et ces conversations alimentent en grande partie la structure des programmes. Parce que ouais, Claudia, elle s'entraîne depuis des années, Claudia, elle s'entraîne tous les jours plusieurs fois, et Claudia, elle sait. Claudia, elle sait instinctivement ce dont elle a besoin, ce qu'il faut faire un peu plus, ce qu'il faut faire un peu moins, ce qui avait bien marché le cycle d'avant, ce qui se sent un petit peu moins bien cette fois-ci. Et au final, moi, je peux avoir le meilleur plan du monde dans ma tête. Si je pose pas la question à Claudia, ben, il y a des chances qu'elle me le dise pas. Alors, je fais en sorte de faire en sorte que ce canal de communication soit grand ouvert avec tous les athlètes que j'accompagne en individuel, parce qu'à mon avis, c'est le paramètre, un des paramètres les plus importants. Hein. Tu peux ouais. avoir un plan en acier. Si l'athlète n'y croit pas et qu'il n'est pas impliqué dans le truc, eh ben, ça marchera pas aussi bien que même si c'était un plan un peu plus médiocre, mais qui a l'implication complète de la personne, de l'athlète, du sportif, et où ils ont leur mot à dire aussi. Ça, c'est important. Donc, je pense que l'évolution de la communication en tant que coach est laisser plus de place à l'athlète ou au sportif pour venir complémenter, supplémenter, combler les brèches du programme ou peut-être même changer des phases complètement par rapport à leurs besoins et leurs ressentis. Ça, c'est une chose qui a énormément évolué. La deuxième, ce serait par rapport à mes débuts, la perspective sur différents outils qu'on peut utiliser, que ce soit des méthodes, des exercices, des impléments comme des barres, des poids libres, des machines. Mhm. Je pense que quand on débute, on est très dogmatique dans notre manière d'utiliser ces différents outils simplement parce qu'on manque d'expérience. On manque de perspective globale sur toutes les options qu'on a à disposition. Moi, quand j'ai commencé, je faisais de l'haltéro. Donc, Ouais. la barre olympique, c'est la seule chose qui comptait. Les haltères, c'était pour les nuls. Les bandes, ça servait à rien. Les machines, c'était pour les cons. Et il y avait que la barre olympique. Et si tu faisais pas des squats et des deadlifts et du bench press, eh ben Ça voilà, servait à tu rien. servais à rien. Euh, chose qui a énormément changé au fil du temps. Et je pense que ton, ton travail de préparateur physique ou de coach commence vraiment une fois que tu as fait le tour et que tu as vu de manière globale les outils que tu avais à disposition. Tu as vu, ah, on peut utiliser des kettles, ah, on peut utiliser des haltères, ah, on peut utiliser des bandes, ah, on peut utiliser des machines, ah, on peut utiliser des chaînes, ah, on peut utiliser des machines cardio, ah, on peut utiliser des circuits, ah, on peut utiliser tel format, on peut faire des EMOM, on peut faire des AMRAP, on peut faire des sets, on peut faire des drop sets. Et une fois que tu as tout vu, là, tu commences à vraiment rentrer dans le vif du sujet et te poser la question, quel est le meilleur outil, quel est le meilleur exercice, quelle est la meilleure approche dans le contexte dans lequel je me trouve maintenant. Et tu commences à faire les choses à ta sauce, tu commences à varier, tu commences à chercher le meilleur outil dans ta boîte à outils, plutôt que de te retrouver avec un marteau dans la main, t'as qu'un marteau, et quand t'as qu'un marteau, tout ressemble à un clou, donc tu tapes. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de monde au début, et quelque chose qui, voilà, qui se doit d'évoluer avec le temps, mais pour ça, tu es obligé d'être ouvert à d'autres possibilités, à d'autres méthodes, à d'autres outils, les explorer, voir comment tu peux les appliquer et ensuite les regrouper dans ta propre approche. Top. Ça fait beaucoup d'informations, mais je vais revenir sur, pour moi, deux points essentiels qui sont effectivement la communication qu'on peut avoir avec soit nos athlètes, soit nos adhérents ou nos coachés, sur la manière de pouvoir leur proposer du contenu et les amener à performer ou évoluer ou atteindre leurs objectifs de santé. C'était vraiment quelque chose que moi j'avais tendance effectivement à faire. J'ai fait ça assez rapidement parce que je pense que je suis de nature à être dans l'échange beaucoup avec mes adhérents. Mais c'est dans ma posture de préparateur physique là où j'avais plus de mal. Bizarrement. En tant que coach, j'arrivais bien, mais en tant que prépa physique, sachant que j'arrivais dans des disciplines où euh, on m'attendait un peu au tournant, j'avais l'impression, donc je voulais arriver dans une posture de sachant et envoyer beaucoup d'informations très descendantes sans prendre le retour forcément des athlètes. J'ai appris au fur et à mesure des semaines et des mois qui sont écoulés à mesurer mes propos, à échanger avec eux, prendre leur état de forme, à échanger aussi avec le staff pour pouvoir co-construire des choses qui ont du sens. Et, donc ça, c'est quelque chose que j'aime garder à l'esprit, c'est faire en sorte que
ce que j'ai comme plan en tête, on puisse le co-construire avec là où les personnes en question et m'adapter en fonction et m'adapter aussi en fonction de la caisse à outils que j'ai, c'est-à-dire toutes les techniques et méthodes dont on vient d'évoquer là à l'instant, pour pouvoir faire en sorte de trouver le meilleur outil pour la meilleure réponse. Euh, il me semble que j'écoute pas mal de tes podcasts également. Euh, il me semble que tu te perçois comme un généraliste, si on peut dire ça comme ça, comme quelqu'un qui connaît, je sais pas si c'est le bon terme, connaître, mais en tout cas qui sait aborder beaucoup de thématiques avec pas mal de connaissances sans forcément être ultra expert dans un des domaines. C'est plutôt comme ça, tu me dis, hein, si je me trompe pas. Euh, c'est effectivement également comme ça que je me perçois. Euh, Est-ce que toi, dans ta pratique à un moment donné, en tant que prépa physique ou coach, tu t'es dit, c'est dommage que je sois pas plus expert dans ce type de domaine. Est-ce que ça t'est arrivé ou pas? Si ça tenait qu'à moi, j'essaierais de me perfectionner dans tous les domaines possibles et imaginables. Mais je me suis rendu compte assez rapidement que c'était pas possible et qu'il fallait choisir si on voulait bien faire les choses. Je pense que c'est tout à fait possible d'être un bon généraliste et je pense qu'en 2024, c'est un atout de pas être trop renfermé dans une petite boîte, dans un petit côté du monde et de la discipline dans laquelle on évolue. Euh, je ne sais pas s'il y a une facette à l'heure actuelle que je voudrais comprendre plus. En gros, euh, je suis OK avec le fait que je vais jamais être expert dans tout et qu'il y a même beaucoup de choses que je vais jamais comprendre de manière très détaillée. Et je pense que ce que je fais pour faire face à cette réalité, aussi triste soit-elle, c'est d'essayer de m'entourer de gens Mhm. compétents et de trouver des spécialistes sur lesquels je peux me reposer. Ce qui fait que quand j'ai une question, quand j'ai un doute, je peux assez rapidement trouver la réponse par le biais de cette personne sans devoir vérifier son background, checker si elle a bien fait ses devoirs, etc. Parce que je connais la personne et je sais qu'elle a fait ses devoirs comme moi je ferais les miens. Donc je pense pas qu'il y ait de discipline ou de facette que je voudrais développer plus. En tout cas, pas à l'heure actuelle, parce que même avec ce que je comprends déjà sur l'endurance, la respiration, les tests d'effort, ça reste quand même les trois points centraux pour moi qui. Alors, ça fait trois, hein, c'est pas un seul sujet. Alors, oui, ils sont tous liés, mais ça reste trois sujets. Et je pense que c'est déjà pas mal pour moi. Et je sais que j'ai encore beaucoup de travail à faire dans ces différents domaines, que je suis loin d'avoir touché le bout ou le fond et que je vais continuer à creuser dans ces axes-là tout en prenant bien conscience des trous qu'il y a dans mes connaissances et de toujours savoir dire, ah ça je sais pas, faudrait plutôt demander à un tel. Et ça, je pense que c'est vraiment une force en tant Ce que que j'allais dire. coach de comprendre et de connaître les limites de ses propres connaissances et de savoir quand tu sors un petit peu de ce champ de compétences, ce domaine de connaissances et de pouvoir t'en référer à d'autres personnes. Parce que le, c'est dangereux la certitude en fait. La Mhm. certitude, c'est dangereux dans le sens où tu vas complètement fermer la porte à des possibilités d'apprentissage, à des possibilités de changer d'avis, changer de perspective sur une chose ou une autre. Et donc, plus on peut, je veux pas dire plus on peut être incertain, mieux c'est, mais en gros, faut minimiser la certitude, le sentiment de certitude, et il faut savoir où s'arrête notre champ de connaissances et de compétences pour pouvoir mieux passer le témoin au prochain, à nos collègues, et faire en sorte qu'on travaille tous comme une équipe. Rester ouvert, quoi. Je pense que c'est la principale une des principales qualités qu'on peut garder en tant que coach, parce que dans tous Mm. les cas, même quand on a appris quelque chose, avec le temps, on se rend compte que c'est souvent revu. Choses que j'ai appris à la fac sont aujourd'hui plus justes, ou en tout cas ont évolué, déjà en termes de physiologie de l'entraînement, et dans musculation et dans plein d'autres thématiques. Donc effectivement, le coach qui arrive avec des certitudes, qui s'assoit dessus et reste bloqué dessus, il aura peut-être raison à l'instant T, mais je suis quasi persuadé que dans une semaine, 15 jours, un an, 10 ans, des études scientifiques viendront prouver l'évolution, ou en tout cas, soit le contraire, ou soit la transformation de ces principes ou de ces certitudes. Donc, effectivement, il faut rester ouvert,
Et l'autre point que tu soulignes qui pour moi est hyper important, c'est le fait de pouvoir savoir dire qu'on sait pas. Montrer cette vulnérabilité, si tant est que c'en est une, auprès des personnes que l'on suit, ça montre également notre capacité à être transparent avec eux et aussi à pouvoir effectivement s'entourer des personnes compétentes dans leur domaine pour avoir un meilleur résultat que plutôt faire survoler un domaine et leur envoyer de la pseudo-information et pour pas pouvoir progresser correctement. Moi, je sais que c'est le cas plus particulièrement en nutrition. Je sais que je m'aventure pas nutritionniste ni diététicien, donc à chaque fois quand on me pose la question, mais toi, tu peux me proposer... Alors oui, je peux te faire une trame. Je suis en mesure de te dire ce qu'il faudrait que tu manges sur une journée type, mais je vais pas être en mesure de donner plus d'informations que ça. Et tout de suite, je renvoie vers qui de droit, quoi. Donc ça, c'est vraiment pour moi les deux choses qui sont hyper importantes dans ce que tu viens de dire. Et j'en profite pour te poser la question dans les personnes vers qui tu renvoies toi ou dans les personnes que tu as pu rencontrer pour continuer de te former et d'évoluer dans ta pratique et dans ton métier. Est-ce qu'il y a une expérience ou une rencontre qui a vraiment changé ton métier? C'est une bonne question. Je pense que oui. Je pense que la personne qui me vient à l'esprit, c'est un gars qui s'appelle Pat Davidson, Mhm. que je vous recommande tous d'aller suivre sur sa page. Il vient de terminer son premier show de bodybuilding. Ok. Mais c'est un gars qui a un passé extrêmement varié. Il faisait du strongman à l'époque. Ensuite, il s'est retourné vers tout ce qui est respiration, mouvement, posturologie. Ensuite, il est parti alors il y était depuis un moment, mais tout ce qui est voilà mouvement holistique, donc en partant du sprint, en parlant de renforcement musculaire, d'hypertrophie, en parlant de développement cardiovasculaire, c'est un gars qui en sait un monde sur tout ce qu'on fait aujourd'hui, qui était déjà très très avancé il y a 10 ans de ça, et qui l'est encore plus maintenant. Et même si t'es pas fan de musculation et de bodybuilding, ça reste une référence en la matière, et c'est voilà, son aventure qui le porte à tester ces choses-là à l'heure actuelle. Mais c'est un gars voilà, qui est extrêmement complet, et je pense que c'est lui qui m'a ouvert l'esprit et m'a montré que en lisant et en apprenant des choses qui sont complètement en dehors de notre monde du coaching et de la prépa physique, on pouvait grandir en tant qu'individu et que ça pouvait aussi faire grandir nos connaissances et nos Hmm. compétences dans la discipline. J'adore. Et je pense que ça, on est à un moment donné, une fois que tu as lu les bouquins, une fois que tu as vu les vidéos, une fois que tu as fait les exercices, à un moment donné, faut aller au-delà de la préparation physique. Il faut continuer à lire, il faut continuer à s'instruire. On peut partir dans la biologie, on peut partir dans les maths et la physique, on peut partir dans ces disciplines un peu plus fondamentales. Mais quoi qu'il arrive, je pense que ça vaut la peine vraiment d'élargir ses horizons, simplement parce que à un moment donné, le travail qu'on fait, il a un impact au-delà de la forme physique de quelqu'un, au-delà des performances sportives, et ça vaut vraiment la peine de s'attarder sur cette vue un petit peu plus globale et holistique du coaching et de relier en fait cette activité qu'on a. euh, et souvent, on se concentre juste sur voilà, l'EPR, la compétition, la performance, les résultats qu'on avait planifiés par rapport aux objectifs, mais tout l'aspect social, tout l'aspect psychologique, tout l'aspect santé aussi, ça c'est tout des domaines, des dimensions qu'on doit considérer quand on fait ce travail. Et je pense qu'on a tout avantage à sortir de la préparation physique, à aller lire d'autres choses, à s'instruire de manière globale, vraiment devenir un généraliste. Mhm. Et on voit assez rapidement tous ces parallèles qu'on peut faire entre des disciplines qui, de prime abord, ont rien à voir avec le coaching, mais qui nous permettent peut-être d'avoir de meilleures histoires pour raconter ce qu'on essaye de communiquer, qui permettent d'avoir des références pour ancrer nos réflexions, qui permettent de comprendre des concepts, des modèles et des principes qui sont transversaux et qui peuvent s'appliquer en préparation physique, même si de prime abord, ils n'ont rien à voir. Donc voilà, je pense que c'est ça qui a changé le plus ma manière de faire et de voir les choses. Et c'est grâce à ce grand monsieur qui s'appelle Pat Davidson. Comment j'en profite, comment tu appelles son nom? Pat, P-A-T, Ouais. Davidson, D-A-V-I-D-S-O-N. Ok. Je te remercie. Je te remercie déjà pour
pour la référence et je te remercie aussi pour le fait de revenir encore une fois de plus sur un élément qui est hyper important et que je partage totalement avec toi, qui est le fait que, à mon sens, on évolue dans notre métier aussi bien qu'on évolue en tant qu'homme ou que femme dans nos vies personnelles. S'éduquer autour de la préparation physique ou du coaching, c'est s'éduquer et s'élever en tant qu'être humain pour moi, pour pouvoir partager et amener les personnes que l'on suit à pouvoir évoluer également. Ça regroupe tout un champ de connaissances très large, du développement personnel à la psycho, à la socio, à la natte, à la physiologie. Enfin voilà, des champs vraiment larges. Et ça, je pense qu'il faut vraiment avoir l'esprit ouvert, euh, déjà pour soi et pour pouvoir ensuite encore mieux retranscrire et accompagner les personnes qu'on accompagne. Et ça, c'est vraiment une clé pour moi qui est hyper puissante que tu viens de nous soulever là. C'est gardons ça à l'esprit. Et j'espère pouvoir moi le garder le plus longtemps possible parce que c'est ce qui fait que je kiffe mon métier et c'est parce que je sens que plus j'évolue moi, plus j'arrive à envoyer ce que j'ai envie d'envoyer aux autres. Euh, Et je pense que c'est aussi un bon moyen d'élargir un petit peu ses horizons et de sortir parfois un peu du travail qu'on fait. Le coaching, alors tu peux en vivre, tu peux très bien en vivre, mais beaucoup de gens commencent ce métier par passion pour le mhm, sport, par passion pour l'activité physique. Et à un moment donné, la passion toute seule et l'acharnement ne suffiront plus. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même, le fait de trop en faire. Je pensais ne pas avoir de limites dans ma capacité de mhm. travail professionnel, mais j'ai atteint ces limites l'année dernière et l'année d'avant également. Ce qui a requis de moi de changer la manière dont j'opère, de changer mon quotidien, de changer mes priorités ou peut-être de réorganiser simplement mes priorités. Et parfois, ben, lire quelque chose qui a rien à voir avec le sport, ça te permet de sortir un petit peu de cette bulle dans laquelle tu es toute la journée, dans laquelle tu penses toute la journée. Et moi, je suis le premier à penser à tout Mhm. ça H24. Et donc, simplement le fait de, voilà, de pouvoir penser à autre chose, de pouvoir lire un livre sur un sujet qui n'est pas directement lié, ça m'aide. Ça m'aide à décrocher un petit peu et c'est décrocher pour mieux revenir. Hein. C'est pas décrocher parce qu'on s'en fout, c'est décrocher parce que c'est important de prendre de la distance. Et ça, ça m'a pris beaucoup de temps pour m'en rendre compte. Et encore aujourd'hui, c'est un travail que je dois faire. Mhm. Plus tu prends de distance par rapport à ce que tu fais et plus tu reviendras avec des perspectives uniques et intéressantes. C'est se donner le temps justement de comprendre et de voir les choses sous un angle différent. Mais quand tu es tout le temps la tête dans le guidon, c'est très très difficile à faire, voire impossible. Donc, il faut se détacher, il faut partir sur autre chose, il faut prendre un break et ça peut vraiment nous aider. Et je pense que là-dedans, le fait de lire des choses qui n'ont rien à voir, même si tu as l'impression de perdre ton temps parce que c'est pas en lien avec ton boulot et que tu n'es pas en train de te développer directement, eh ben, crois-moi, ça t'aidera malgré tout. Et j'en profite pour aller encore un peu plus loin dans ce que tu viens de me dire là et te questionner sur une des choses que tu viens de dire. Quand tu dis que tu as été trop loin et que tu as ressenti que c'était full, euh, il s'est passé quoi? C'est quoi le ressenti? Enfin, tu peux m'en dire un peu plus? Avec grand plaisir. Donc, en fin 2022, j'ai eu une transition assez importante au niveau professionnel où j'ai arrêté la majorité de mes coachings en présentiel. Je faisais beaucoup de coaching à domicile, coaching à la salle, plutôt axé coaching privé, santé, etc. Et c'était, on va dire, ça représentait encore 60%, 70% de mes activités professionnelles. Et fin 2022, j'avais plus le temps de tout faire. Je pouvais pas faire tous les tests que je fais, donner les séminaires, faire le contenu en ligne, faire les formations, les programmes, et en plus coacher à domicile 3 jours par semaine. Ça marchait plus. Mhm. Donc, j'ai passé mes clients à des coachs autour de moi qui sont compétents, à qui je fais confiance. David, Marie, Lolo, merci, merci à vous tous pour votre soutien dans cette transition-là. Et je suis passé donc en 2023 à un focus exclusif sur les séminaires, les tests d'effort et tout le travail que je fais en ligne. Et je suis arrivé sur la deuxième partie de 2023. J'avais dit oui à beaucoup trop de choses. J'avais dit oui à tout.
Et donc, je me suis retrouvé à devoir me déplacer 3 fois par mois, aller à Paris faire des tests, revenir, repartir dans le Nord pour faire un séminaire. Entre deux, j'avais des trucs à faire à la maison. Dès que tu fais un déplacement, ben, t'es pas en train de bosser sur les emails, les admins et tout ce qui se passe dans le background. Donc ça, il faut rattraper quand tu reviens. Et je suis arrivé à octobre et j'étais cuit de chez cuit, quoi. Et le Mhm. ressenti, c'est que j'avais plus envie. Le ressenti, c'est que j'avais plus envie de me déplacer, j'avais pas envie d'aller faire le prochain séminaire, j'avais pas envie de répondre aux requêtes que je recevais. Et c'est là où je me suis dit, OK, ça va pas. Tu fais ce métier parce que tu adores ce que tu fais, c'est ta vocation, mais si tu n'as plus envie de le faire quand tu te lèves le matin, il y a un problème. Il faut changer quelque chose. Et donc, ma transition que je suis en train d'effectuer actuellement, elle a commencé véritablement, je dirais, début novembre. J'ai eu mon dernier déplacement pour un séminaire début novembre où je suis monté à CrossFit Portus Citius. Ok. Petite salutation à Antoine et toute l'équipe là-haut à Boulogne-sur-Mer. Super séminaire de 2 jours, un des meilleurs séminaires à mon sens que j'ai donné. Et c'est le dernier pour un bon petit moment, dans le sens où j'ai décidé que, encore une fois, mon activité a évolué, la demande a évolué. Et à un moment donné, je peux pas tout faire. Bien sûr. Je suis tout seul, je peux pas tout faire. Et je peux pas dire oui à tout. Et Mhm. autant, j'ai pas envie de décevoir les gens, j'ai pas envie de dire non parce que j'ai envie de pouvoir donner aux gens ce qu'ils recherchent, ce qu'ils veulent, que ce soit des thèses, des séminaires et autres. Euh, mais à un moment donné, il faut que moi je me gère. Parce que s'il n'y a plus de Sean, eh ben Sean, il peut plus rien faire. Donc, j'ai remis Sean au centre de la question. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre du temps tous les jours pour m'entraîner, prendre du temps pour aller marcher. Là, ce matin, avant notre discussion, je suis allé marcher. J'ai fait mon heure et demie de marche. Cet après-midi, je vais faire ma séance d'entraînement. Et j'ai fait ma séance d'entraînement hier. J'ai aussi fait mes 10 000 pas hier. Et je vais faire ça tous les jours. Et ça, c'est ma routine. Parce que pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, j'ai eu des soucis de dos il y a de ça 4 ans en arrière, avec voilà, surcharge de travail, surcharge de stress, tout ce qui va avec. Et j'ai traîné vraiment ce dos qui m'a handicapé pendant très très longtemps. Et même encore il y a de ça 1 mois, 2 mois, et qui me gênait beaucoup. Et je le sais, si je dors pas, si je m'entraîne pas, si je prends pas soin de moi, mon dos, il me limite. Appel. Et au Mhm. point où des fois, voilà, j'ai passé une semaine au lit à pas pouvoir marcher, tellement j'avais mal au dos. Et je sais que c'est grandement lié à mon taux d'activité physique, Mhm. voilà, ma force simplement, tout ce que je fais à côté. Donc j'ai décidé à partir de novembre, quand je suis revenu de ce dernier séminaire, voilà, de remettre les choses à plat, de remettre les priorités dans l'ordre, de dire, OK, les gens, ils veulent des séminaires, les gens, ils veulent que j'aille faire des tests d'effort, mais moi, il faut que je puisse prendre soin de moi d'abord. Et donc, j'ai décidé pour l'année 2024 de ne pas planifier de séminaire, en tout cas pas mes séminaires à moi. J'ai un séminaire en mai et c'est le seul pour l'instant qui est planifié pour 2024 et ça va Ok. rester le seul pour 2024. Euh, parce que voilà, j'ai besoin de me focaliser sur moi, j'ai besoin de prendre du temps pour moi et j'ai aussi besoin de consolider tout ce que j'ai développé en ligne ces 2 dernières années. Parce que voilà, j'avais tout ce que je fais en ligne, mais j'avais tout ce que je fais en présentiel aussi et il fallait équilibrer tout ça, garder toutes ces balles en l'air en même temps, Mhm. en jonglant. Et j'ai décidé de, voilà, je vais me mettre la priorité sur moi et sur mes activités en ligne. Pas parce que je m'en fous des gens, pas parce que j'ai pas envie de les voir. J'ai tellement hâte de pouvoir recommencer à faire des séminaires, de me déplacer plus souvent, etc. Mais il faut que je puisse le faire sur une base de santé et une base qui soit saine. Et c'était pas le cas jusqu'à maintenant. Donc ça a demandé voilà, un ajustement quand même assez important. Et maintenant, j'ai la chance de voilà, prendre le temps qu'il faut pour moi chaque jour, prendre le temps pour faire les choses que j'aime, donc faire du contenu, faire des vidéos, écrire des articles, partager, continuer à développer tout ça. Mais voilà, sans m'oublier dans l'équation, chose que j'avais faite malheureusement il y a oui, l'année dernière et l'année d'avant aussi. Donc voilà, c'est pas mon premier rodéo dans ce sens-là. Et c'est pour ça aussi que je l'ai vu venir. Je l'ai vu arriver, je l'ai senti et j'ai dit, OK, ça va pas, il faut qu'on change quelque chose, il faut que je fasse les choses différemment. On a eu des changements personnels aussi assez importants. On a le fils aîné de ma femme, Diego, qui a 17 ans, qui nous a rejoint, qui habite avec nous maintenant depuis cet été. Donc ça Mhm. fait quand même un humain de plus dans la maison Ouais. et c'est toujours quelque chose à gérer en plus. Donc voilà, on a 2 enfants dans la maison maintenant, 2 enfants, 4 lapins, des entreprises à faire tourner et il faut mettre les priorités dans l'ordre. Donc voilà un petit peu la nature des changements qui ont survenu et qui sont en train d'être effectués encore aujourd'hui et dans les jours et les semaines qui viennent.
Mais déjà, je te remercie de t'ouvrir à cette question que tu aurais pu très bien ne pas vouloir y répondre et ça aurait été totalement compréhensif. Euh, J'en profite pour rebondir sur ce que tu viens de nous partager. Effectivement, se recentrer, se ramener au centre plus particulièrement des débats et du sujet. Ne pas oublier que nous sommes notre priorité. Pour pouvoir envoyer et accompagner les gens, c'est important de se sentir bien dans ses baskets et de prendre soin de soi. J'ai connu également cette période-là, sûrement de manière différente parce qu'on vit tous nos expériences personnelles. Mais effectivement, moi, post-Covid, moi, je tiens un studio de coaching là sur Orléans depuis maintenant 8 ans. Ça a toujours été entre guillemets la priorité dans lequel je donne beaucoup de temps et d'énergie. J'ai constitué une équipe, mais je reste quand même l'acteur principal en termes de coaching, en termes de management d'équipe, de gestion d'entreprise et tout ce qui va avec. Euh, J'avais en plus de ça à l'époque la gestion de clubs professionnels en basket et en handball. Donc quand le Covid est arrivé, donc on a fermé, comme tout le monde. Et donc pour le coup, j'ai pas voulu m'arrêter. Donc pour le coup, directement, j'ai créé un groupe Facebook, j'ai lancé des invitations à titre comme ça, gratuites, 3, 4 fois par semaine. Je proposais des lives pour proposer aux gens de continuer de bouger, continuer de s'entraîner, leur envoyer du contenu, etc. Et ça a très vite pris, ça a bien pris et peut-être un peu trop vite. Ce qui fait qu'à un moment donné, on est resté fermé quand même 1 an et demi, hein, tout cumulé, je crois. Mais en attendant, j'avais créé un deuxième business, en plus des business qui existaient déjà. Ce qui a fait qu'à un moment donné, quand il a fallu reprendre au mois de juin 2021, et ben ça a été impossible. Et là, c'est même pas, j'ai pas eu conscience de ça, mais mon corps m'a dit stop. Euh, à m'envoyer plein de signaux différents avec des douleurs intercostales, un rythme cardiaque vraiment pas stable qui partait un peu dans tous les sens et surtout des schémas de pensée sortis de nulle part, très peu de concentration, enfin bref, un burn-out, si on peut résumer par un mot connu. Et donc pareil, il a fallu... j'ai du mal à dire il a fallu parce que pour moi, on ressort jamais comme avant de ce genre d'expérience et juste on est différent. Donc c'est un nouveau départ. Il a fallu en tout cas au moins 6 mois à remettre les choses au clair, redéfinir ce pourquoi je me levais le matin, qu'est-ce qui m'animait, ce que j'avais encore envie de faire et à l'inverse ce que j'avais plus du tout envie de faire. Et donc pour le coup je suis également comme toi euh, dans cette reprécision du process, qu'est-ce que je veux, comment je veux et quand je le veux. Et réussir à mettre ça en place, ça demande d'arrêter des choses. Et pour moi, c'est ce qui a quasiment de plus difficile, de savoir dire stop à quelque chose sur lequel j'ai porté beaucoup d'attention, dans lequel j'ai mis de l'énergie, pour pas dire de l'amour et de l'envie, et réussir à rester connecté à ce qui m'anime, à ce qui me fait vibrer, en me disant c'est là-bas dont d'ailleurs le podcast. C'est pour ça que je le lance ça a été, j'ai mis du temps avant de me dire, ok, c'est bon, j'y vais, t'arrêtes de trouver des excuses tous les 4 matins. Ouais, non, mais j'ai pas le temps. Oui, mais il faut que je fasse ça. Puis la petite, parce que j'ai un enfant aussi en bas âge qui a 1 an et demi. Donc voilà, tout ça à gérer en même temps. Ça faisait beaucoup, mais là j'ai acté et j'essaie de rester focus là-dessus. Je pense que pour aider, peut-être aider certains qui nous écoutent et qui se sentiraient dans la même situation, moi j'avais beaucoup de peine aussi au départ à dire non. Et une chose que j'ai appris d'un gars qui s'appelle Alex Hormozy, pour ceux qui suivent un petit peu tout le contenu marketing en ligne, etc. Une chose qu'il a dit qui m'a beaucoup impacté, c'est que dire non à quelque chose, c'est dire oui à quelque chose de plus important. Et dès que j'ai compris cette perspective, ça m'a permis vraiment de mettre mes priorités dans l'ordre, de dire, OK, oui, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je dois vraiment développer. Et donc, si ça, c'est mon objectif numéro un, tout le reste, je peux dire non. Et ça ne veut pas dire que je m'en fous. Ça veut juste dire que il faut que je choisisse parce que je ne peux pas tout faire à fond. Je ne peux simplement pas tout faire à 100%. Et donc, si je veux être à 100% sur quelque chose et vraiment le faire avancer, il faut que je me donne les moyens de le faire. Et pour ça, je vais devoir couper un peu sur d'autres Hmm. choses. Et pas pour toujours.
peut-être simplement temporairement, mais il faut se donner les moyens de le faire. Donc je pense que ça, c'est la première chose, c'est ne pas se limiter à se dire que dire non, c'est pas bien. Et en plus de ça, j'ai été très surpris. D'ailleurs, je remercie tous ceux et celles à qui j'ai pu dire ces choses-là en direct et qui m'ont compris. J'avais cette impression, avant de commencer à dire non, que les gens allaient m'en vouloir, qu'ils allaient être fâchés, que ah non, mais il faut que tu viennes, il faut que tu fasses ça, etc. Et j'ai été très transparent avec toutes les personnes avec qui j'avais parlé de potentiellement faire un séminaire en 2024, potentiellement faire ci et ça. J'ai été très très franc en disant que voilà, je suis désolé, je ne peux pas le faire maintenant, j'ai besoin de ce temps pour moi, parce que faut que je me remette au centre de la conversation et que je sois la priorité et que je développe aussi des choses qui vont faire en sorte que je puisse vivre de mon activité de manière pérenne, que je puisse soutenir ma famille, etc. Et tout le monde était extrêmement compréhensif et très très ouvert. Et ils ont tous dit, ben, t'as raison. Et certains ont même dit, ouais, ben, tu vois, j'aimerais bien avoir la même présence d'esprit que toi parce que je sais que j'ai besoin de faire la même chose. Et plusieurs personnes qui m'ont dit ça. Donc je pense que une fois qu'on communique de manière ouverte, on va trouver les gens en face avec qui on doit se retrouver. Et si les gens ils acceptent pas ton raisonnement et ton besoin de te prioriser ou de prioriser certaines choses en amont d'une collaboration, de quelque chose que tu allais faire avec eux, eh ben peut-être que c'est pas les bons amis ou les bonnes personnes avec qui t'entourer. Et les personnes qui te soutiennent et te comprennent vont complètement être de ton côté et te soutenir dans tes démarches de ce côté-là. Donc je pense que ça, c'est la première chose, c'est être très, très simplement ouvert et très, très honnête dans la démarche et le communiquer aux gens autour de toi qui avaient des attentes et simplement leur expliquer le pourquoi du comment. Et je pense que ça peut que bien se passer. Et en plus de ça, voilà, le fait de dire non, ça va te donner du temps pour dire oui à des choses plus importantes et de faire ce que tu as à faire. Excellent. C'est marrant, ces vies qui sont à des kilomètres de distance et qui ont des similitudes vraiment importantes. Euh, J'en profite. Qu'est-ce qui, toi, dans cette période, t'a permis de remonter, si tant est que t'es descendu un peu mentalement? Qu'est-ce, qu'est-ce que tu as mis en place? Ce que tu as arrêté, on l'a évoqué rapidement, mais qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as décidé de continuer ou de perfectionner? Sur quoi tu portes encore plus d'attention qu'avant pour pouvoir optimiser ta santé, ton bien-être, et tes performances ou sachant que les performances passent un peu au second plan pour moi dans ces moments-là, mais plutôt vraiment, voilà, je me sens mieux. Je pense qu'on en revient aux fondamentaux, que tout le monde se doit sur lesquels tout le monde se doit de travailler, gestion du stress, sommeil, nutrition, hydratation, activité physique. Je pense qu'il y a pas vraiment il y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin que ça. Il n'y a pas de recette magique. J'ai commencé à marcher tous les jours de nouveau, chose que je ne faisais plus. Et je sais qu'il est extrêmement importante pour moi du fait que maintenant je travaille beaucoup depuis la maison et donc j'ai une vie qui est entre guillemets plutôt sédentaire par rapport à avant où j'étais tout le temps à gauche à droite chez les clients, debout à la salle, etc. Le fait d'être à la maison, ben, ça fait que je dois m'imposer cette activité quotidienne. Donc, 10 000 pas par jour, comme c'est pas un chiffre magique, c'est juste à mon avis, un bon taux d'activité physique de base pour une activité comme la marche. Ça fait à peu près Mhm. 1 heure et demie. Donc, on va marcher tous les matins avec ma femme quand elle est là. Là, elle vient de partir quelques semaines en vacances. Donc voilà, je vais marcher tout seul, c'est pas un problème. Et me confronter aux éléments, ça c'est aussi important. Être dehors, que ce soit grand Excellent. soleil ou qu'il pleuve ou qu'il neige, peu importe. Avant, j'avais tendance à dire ouais non, il pleut, j'ai pas envie de sortir. Bah non, tu mets des couches et tu sors. Et tu vas te confronter aux éléments et tu verras que tu te sens beaucoup mieux quand tu rentres. Donc ça c'est la première chose, activité physique quotidienne, faire mon heure et demie de marche tous les jours, mieux dormir le soir. J'étais trop sur mon téléphone, je restais trop debout tard et après je me levais, j'étais fatigué. Enfin, le cycle qui se répète. Nutrition, juste bien manger, manger des choses simples, pas chercher la nouveauté, pas chercher toujours un dessert, un truc nouveau, un truc cool ou de manger.
voilà, de trop manger parce qu'on peut ou parce qu'on a envie. Mm. Et donc de se concentrer voilà, simplement sur des repas qui sont simples et le faire tous les jours. Et je pense que c'est ça la plus grande différence maintenant, c'est vraiment le focus sur le plus long terme et Mm. sur la durabilité de mes activités et le fait de voilà, faire la chose qui est juste tous les jours. Là, ça fait depuis 1 mois et demi que je travaille avec mon collègue Vincent Foulonneau, qui est spécialiste en prophylaxie et qui m'aide en coaching maintenant, bah, en distanciel, mais voilà, on communique aussi tous les jours, qui m'aide avec ma réathlée au niveau de mon dos notamment. Donc, ça passe par des choses extrêmement simples, c'est faire les exercices tous les jours, c'est faire ma petite routine tous les matins, c'est faire mon heure et demie d'entraînement quasiment tous les jours. Et c'est rien de fou pour l'instant, hein. Je fais des goblet squats, je fais des fentes, je fais des tractions, je fais des pompes, je fais des dead bugs, je fais des back extensions, enfin, toutes les bases Ouais. que moi, j'aurais pas nécessairement mis dans mon programme si c'est moi qui l'avais écrit. C'est aussi pour ça que j'ai outsourcé cet aspect-là pour pas devoir en plus, avec mon dos, c'est assez délicat parce que j'ai quand même beaucoup de peur au niveau de différents mouvements, positions, etc. Du fait que j'ai eu des phases aiguës avec mon dos qui m'ont vraiment handicapé ces dernières années et j'ai pas envie d'y retourner. Ouais. Donc, j'évite certains mouvements. Après, j'ai peur de le faire. Après, je le fais pas. Après, je le fais pas Mm. pendant longtemps. Après, je me demande si je peux encore le faire. Donc le fait de travailler avec quelqu'un d'autre, de pouvoir être ouvert avec tout ça, de pouvoir le communiquer, de pouvoir travailler dessus, là ça fait 1 mois et demi maintenant que je m'entraîne entre 5 et 6 jours par semaine, que je fais mes exercices, haut du corps, bas du corps, le tronc, etc. Et je sens que ça progresse et je sens que je suis plus fort et je sens que ça va dans la bonne direction. Et c'est vraiment ça, je pense, la différence avec cette nouvelle phase, on va dire, de ma vie maintenant, c'est juste avoir une perspective à un petit peu plus long terme et de pas être trop dans le rush tout le temps. Dans le Ouais. rush de vouloir faire le truc tout de suite. Aujourd'hui, j'ai enregistré, je suis sorti marcher, mais j'ai enregistré 7 vidéos, je crois, pendant que je marchais. Ça fait 2 mois que j'attends pour le bon moment pour enregistrer des vidéos. Parce que ces Ouais. 2 derniers mois, j'ai eu d'autres choses à faire, de l'admin, du back-end, des choses par rapport à mes formations, mes programmes, des promos, des machins, des choses qui doivent être faites si je veux vivre de ce que je fais. Et c'était simplement pas le moment pendant cette période d'enregistrer plein de vidéos, même si j'ai envie, parce que j'adore faire ça. Et là, je suis maintenant, dans cette semaine, j'ai le temps. J'ai pris le temps, j'ai Génial. mis ça à l'avant de la scène. Donc, mon but cette semaine, c'est de faire mon sport, faire ma marche, faire mes entraînements, m'occuper des enfants, bien entendu, faire en sorte qu'ils soient nourris, qu'ils aillent à l'école, etc. Et en parallèle à ça, faire le plus de vidéos que je puisse humainement faire. Parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Et ça fait 2 mois que j'attends pour le faire et que je suis patient. Et là, maintenant, j'ai une fenêtre de 2, 3 semaines où je Ça peux va juste envoyer. faire des vidéos et ça va envoyer. Donc, c'est ça, c'est plus de patience, c'est se reconcentrer sur les fondamentaux. C'est pas aller chercher la recette magique, c'est juste faire les choses simples chaque jour, chaque jour, chaque jour et continuer à le faire dans la durée. Et ça, c'est mon objectif pour 2024, et faire en sorte que voilà, je puisse attaquer l'année suivante sur de très très bonnes bases, départ lancé et faire de belles choses. Génial, au top. Et, une fois de plus, je partage à 3000% la méthode des petits pas, mais qu'on arrive à faire tous les jours, quotidiennement. Il vaut mieux viser petits objectifs atteignables tous les jours que gros objectifs qui va te générer trop de stress, un effort trop intense, trop court. Moi, c'est le même principe. J'ai réintégré, ou en tout cas, là, je mentis. J'intègre, puisque réintégrer, ça sous-entendrait que je l'aurais déjà fait auparavant. Non, j'intègre des choses que je recommandais moi-même, mais que je n'appliquais pas. Du genre la mobilité. Tous les matins, je me conserve 5-10 minutes ou comme un animal, comme un chat pourrait le faire au réveil. Je m'étire, je me bouge un peu dans tous les sens. Donc j'ai mis en place une petite routine de mouvement qui me permet de me déverrouiller. Et alors c'est pas la réponse et la satisfaction, elle est pas tout de suite, mais là ça fait 2 mois que je le fais, 2 mois et demi. Euh, et je sens là maintenant au bout de 2 mois que mon corps réagit différemment. Je sens que je peux refaire des mouvements, je peux me remettre dans des postures que je n'arrivais plus à avoir. Je peux ressoulever certaines choses sur certains mouvements, sur un back squat ou sur un front squat, euh, que je n'arrivais plus à faire avant
Si je le faisais, c'était avec douleur. Là, il n'y a plus de douleur. Euh, donc ça, c'est vraiment une des clés essentielles pour moi, c'est vraiment partir sur qu'est-ce que je veux et comment je veux être dans 5, dans 10, dans 15, dans 20 ans. Et mon objectif personnel, c'est de pouvoir vivre vieux, mais vivre bien. C'est-à-dire, je ne vais pas arriver à 90 ans et être dans un fauteuil roulant et pas pouvoir me déplacer, me mouvoir, faire ce que j'ai envie de faire, serrer mes petits-enfants si j'en ai. Enfin voilà, j'ai envie de pouvoir vivre vieux et vivre bien vieux. Voilà. Donc pour ça, j'ai compris, peut-être avec la force de l'âge, parce que j'ai l'impression qu'on a un peu des profils similaires aussi sur le fait d'être un peu excessif dans nos pratiques. En tout cas, moi, je l'ai été dans ma pratique sportive, c'est-à-dire j'ai fait du CrossFit également pendant 4 ans et tout de suite, je voulais vite soulever lourd, vite performer, vite être le meilleur dans ma perception de mon monde, hein, même si tu te rends vite compte que des meilleurs, il y en a beaucoup devant toi. Mais surtout sur des disciplines où, avec l'haltérophilie, la gym, qui sont des disciplines qui peuvent devenir très techniques, très exigeantes, où le moindre détail peut compter pour pouvoir réussir à passer des paliers. Eh ben, j'ai fait beaucoup de choses en force pour le coup, mais sans la bonne technique. Et je me suis, je pense, sacrément abîmé également. Dans toute autre pratique également, j'ai toujours voulu faire très vite pour avoir des résultats très rapides. Et je pense que c'est synonyme aussi je sais pas si c'est générationnel, mais d'une population où on est beaucoup aussi là-dessus. Les gens veulent des résultats très vite, avec le moins d'efforts possible, j'ai l'impression également. Et c'est une autre dimension, c'est une autre chose que j'aimerais qu'on aborde après pour finir ce que j'étais en train de dire, parce que je peux vite me disperser. C'est vraiment rester sur ça. Donc effectivement, l'essentiel. Méthode des petits pas. Pratiquez un petit peu tous les jours. Bougez. Retournez au contact de la nature. Sortez. Prenez l'air. Allez marcher ou courir en fonction de vos capacités physiques, en fonction de vos aspirations également. Ou à défaut, faites un tour de vélo si vous n'aimez pas marcher. Mais vraiment, allez dehors. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau. Prenez l'air. Votre corps est fait pour bouger, se mouvoir, et encore plus en extérieur. Pour moi, c'est essentiel de revenir à ça. Et, activer un petit peu le système cardiovasculaire parce qu'on sait tous les bienfaits pour l'amélioration de l'endurance, mais aussi pour les bienfaits dans votre tête. Et c'est aussi la commande moteur, elle est là aussi. Donc ça passe par ça. Et les autres choses essentielles que tu as évoquées, le sommeil. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont me dire, oui, mais moi, je fais attention à mon sommeil, mais je dors mal. Donc je pourrais te poser des questions sur comment on fait, en tout cas, c'est quoi ta vision à toi de ta petite routine pour réussir à avoir un sommeil de qualité? Et pareil, d'un point de vue nutritionnel, bien manger. On a dit, pour moi, je suis assez comme toi, c'est-à-dire faire en sorte que des basiques, essayer de manger un petit peu varié, d'avoir des choses les plus brutes possibles, pas réinventer la planète avec des recettes sorties de l'espace, mais en tout cas des choses simples que j'arrive à moi, pareil, tenir. Si je sais que je peux pas m'amuser à cuisiner pendant 1 heure tous les jours. Il faut que ce soit aussi, ça puisse correspondre à mon rythme de vie. Mais par contre, j'essaie d'anticiper un maximum. Donc, je me garde un créneau le week-end, le dimanche souvent, pour pouvoir anticiper mes repas, au moins sur les 3 premiers jours, pour pas avoir à réfléchir ensuite et être tenté par faire n'importe quoi ou manger au plus rapide. Donc ça, c'est aussi une des clés qui est importante pour moi. Et puis, l'hydratation. Pensez à boire suffisamment d'eau pour garder un corps qui tienne la route et un système nerveux qui fonctionne correctement. Voilà, je t'ai dit beaucoup de choses, donc je reviens sur ma question qui était, toi, ton sommeil, est-ce qu'il y a des choses que tu as mis en place ou tu as constaté que ça a amélioré ta qualité de sommeil? Tu as dit t'as arrêté Euh, le téléphone tard le soir. ouais, et lire à la place, ça m'aide de lire et de Ok. me plonger dans une histoire, de me plonger dans une aventure, de me plonger dans quelque chose, encore une fois, qui n'est pas relié au travail, parce que si je lis quelque chose, si je lis un bouquin sur la physio ou autre, je vais commencer à prendre des notes, je vais commencer à avoir des idées, et ça, c'est le début de la fin. Après, je sors PubMed et je dors pas. Donc, voilà, essayer de ne pas être sur le téléphone le soir ou si j'y suis, de pas rester trop tard et d'essayer d'avoir une période avant le coucher qui est sans écran. Tout ce qui est la lumière, je pense que on pense pas assez à l'impact de la lumière sur notre rythme circadien. Sortir le matin et voir le soleil, ça, même si c'est derrière les nuages,
c'est important parce que ça permet de reconditionner cette horloge interne. En fait, le rythme circadien, c'est rien d'autre que notre horloge interne et comment notre corps fonctionne. Les différentes hormones fluctuent au cours de la journée, différentes périodes, etc. Et ça, c'est quelque chose pour ceux qui ont de la peine à dormir ou qui ont des soucis de sommeil et autres. Il faut se rendre compte que tu règles pas ça en 2 jours. Ça prend plusieurs jours, ça prend peut-être une semaine ou deux pour vraiment ancrer cette horloge interne ou recalibrer cette horloge interne si elle était entre guillemets déréglée. Par exemple, si tu n'arrives pas à te coucher avant minuit et que tu travailles de toute façon à 4 heures du mat, puis qu'après tu es debout à 6 heures et que tu n'arrives pas à dormir mais tu es crevé, il y a un problème. Il y a un problème à plusieurs niveaux, mais tu vas pas le régler en 2 jours. Donc, il faut vraiment essayer de se reconditionner, mettre les comportements en place qui vont te permettre de bien dormir. Pour moi, le sommeil, j'aime bien une douche chaude ou un bain chaud avant d'aller dormir, parce que tu as l'augmentation de la température et ensuite la baisse de température qui suit. Et la baisse de température corporelle, c'est un des signaux qui indique à ton cerveau que c'est le moment d'aller dormir. Et donc, le fait après un bain chaud ou une douche chaude, d'aller se coucher et de lire un petit peu, ton corps se sent assez rapidement prêt pour aller faire dodo. Donc, ça, c'est pas mal. Essayer d'avoir une chambre qui soit très sombre. Donc, nous, on a des grands rideaux, mais je porte aussi un masque. J'ai l'air complètement débile, mais ça marche super bien. Et je porte des boules caisses aussi. Mhm. Donc, pas de bruit qui m'embête, pas de lumière qui m'embête. Et avec ça, je dors en général très, très bien. Idéalement, si on peut faire en sorte que la chambre soit un petit peu froide aussi, Génial. le corps dort mieux s'il fait un petit peu plus froid. Donc, voilà, un peu de chaud avant d'aller se coucher pour peut-être initier ce besoin, cette envie de sommeil un petit peu plus. Éviter les écrans et la lumière. On a des petites lumières. Bah, tiens, j'en ai une juste là. Petite lumière de camping qui tourne rouge aussi. Euh, et qui est pas mal pour le soir quand tu veux pas avoir trop de lumière dans les Mhm. yeux, mais quand même voir où tu mets les pieds et voir ce que tu fais. Donc je pense que ça, c'est les différents éléments qu'on peut modifier, mettre en place et qui vont nous aider à rétablir une bonne routine de sommeil et qui redonne au corps justement cette régularité, cette routine, cette horloge interne qui est si importante, mais dont on s'est trop détaché, je dirais, ces derniers temps. Je pense qu'on s'est détaché de beaucoup de choses. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de lancer le podcast pour réussir à aller apporter des clés auprès d'experts comme toi sur une reconnexion au corps, à l'esprit et comment tout ceci fonctionne. Et je veux juste ramener pour moi, une petite vision sur ce que tu viens de dire. Effectivement, le sommeil avec toutes ces routines, toutes ces habits qui peuvent te permettre d'optimiser ton sommeil. Mais je, je pense que tout est imbriqué en fait. Tout est imbriqué, l'alimentation avec le mouvement, le sommeil, le mindset, euh, toutes ces choses-là, c'est pas une plus que l'autre. Je pense que c'est l'addition de toutes ces bonnes habitudes qui amènent à faire en sorte que on optimise sa santé au naturel. Et donc ça, c'est vraiment fondamental de pas se dire bah tiens, je vais faire que ce qu'on m'a dit sur le sommeil. Essayer de prendre en considération l'ensemble du process pour pouvoir optimiser tout ça. Je sais aussi qu'il existe maintenant des petits outils pour pouvoir contrecarrer un petit peu nos mauvaises habitudes. Je pense aux lunettes anti-lumière bleue qui peuvent servir pour les personnes qui ont tendance vraiment à être addictes à l'écran. Si vraiment vous avez du mal à vous séparer de vos écrans, à défaut, achetez-vous des lunettes pour réduire l'impact des lumières bleues sur vos yeux et donc pour le coup sur votre cerveau et sur votre cycle circadien. Euh, Il y a ça, je rebondis aussi sur le fait de prendre un bain chaud ou une douche chaude. Moi, à l'inverse, alors pas le soir, mais dans la journée, j'aime bien prendre ou le matin un bain froid ou une douche froide. Donc, je me suis acheté une petite bassine pour les bains froids, donc je suis assez adepte de cette pratique qui me permet également de réduire mes inflammations de manière récurrente et dans la routine que j'ai ancrée le matin, c'est aussi un des process que je ne veux pas lâcher. J'ai commencé cette année en 2023 et là je pousse le process un peu plus loin sur 2024 pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se joue quand on va faire un bain froid. C'est quoi la réaction du corps et derrière, c'est quoi la réaction du corps à court, à moyen et à long terme.
Là, je suis vraiment dans la phase, je pense, moyen terme, où j'ai réussi à l'implémenter vraiment de manière régulière. Au début, c'est très challengeant parce que aller se plonger dans une eau entre 10 degrés et 1 degré, c'est tout de suite un peu saisissant pour le coup. Mais déjà, on peut constater une adaptation du corps qui est incroyable. C'est-à-dire que ce qui était froid hier devient de moins en moins froid chaque jour. Et puis ensuite, c'est l'adaptation du corps derrière, après ton bain, le fait que la thermorégulation s'active, que ton corps, vraiment, tu sens, c'est une machine à chauffer, elle monte en température pour réguler l'ensemble du corps et réalimenter l'intégralité. Et puis derrière, maintenant, je le sens, c'est aussi sur la partie inflammatoire, je peux le dire et j'en témoigne concrètement, ça, c'est le jour et la nuit. Aujourd'hui, je pense que certes, ma mobilité m'aide à me sentir mieux et j'ai moins de douleur dans mes mouvements que je pouvais faire ou que je peux refaire maintenant. Mais je suis intimement convaincu que la partie froid m'aide également dans ce process. Et ça, c'est une des techniques, ou en tout cas un des outils qu'il faut aller, à mon sens, explorer aussi. Pour ceux que ça intéresse et qui ont la fibre un peu froide, sachant que j'étais un des premiers à dire non, 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 moi je suis frileux, comment je vais faire? Moi, ça m'a pris du jour au lendemain, je faisais que de voir des images de la méthode Wim Hof à droite à gauche, puis je me disais, ça m'intrigue, mais ça me fait flipper ce truc. Et puis un jour, j'ai décidé, j'ai passé le pas et je suis parti faire un stage de 4 jours avec Leonardo Pelagotti dans le Cantal. Voilà, donc on a fait tout un stage Wim Hof pendant 4 jours avec tout le process respiration, prépa mentale, exposition au froid. Et j'ai compris en fait. Il y a quelque chose qui a bougé à l'intérieur de moi et ça m'a amené à vouloir l'implémenter de manière régulière. Donc voilà pour les petits tips sur la santé au naturel. Euh, je vais revenir parce que là je me suis complètement écarté de la trame que je m'étais posée, mais c'est aussi ça que j'aime bien. Euh, pour revenir sur la partie un peu plus pas performance, mais un peu plus CrossFit pour le coup. Euh, J'avais une question qui, pour moi, me semble importante qu'on évoque ensemble. Ce serait quoi les recommandations pour toi, pour une personne qui souhaite commencer le CrossFit? En fait, ta question, elle me vient parce que CrossFit, alors maintenant, c'est bien ancré dans les mœurs, beaucoup de gens connaissent, et il y a beaucoup de personnes qui s'y mettent. J'ai une perception qui est la mienne en tant que coach, en tant qu'ancien pratiquant de CrossFit, mais j'aimerais avoir la tienne sur qu'est-ce que tu recommanderais à une personne qui souhaite débuter le CrossFit pour pouvoir pratiquer le CrossFit longtemps et bien? Parler au gérant et parler au coach de la structure dans laquelle tu vas participer à l'activité CrossFit, leur demander des explications sur la pyramide de CrossFit et de qu'est-ce qu'elle veut dire et quels sont les éléments de cette pyramide et dans quel sens ils sont organisés. Mhm, D'être très très clair avec toi-même si tu veux participer dans le sport du CrossFit ou si tu veux utiliser la méthodologie slash philosophie du CrossFit, parce que c'est pas la même chose. Ça se ressemble beaucoup, mais c'est pas la même chose du tout. Ça n'a rien à voir, même. Au niveau des volumes, au niveau des intentions, au niveau des objectifs, au niveau de la structure. Ça, je pense que c'est les choses à mettre au clair avant même de commencer. Parce que euh, tu peux te lancer dans la méthodologie du CrossFit parce que tu as entendu que c'était la meilleure méthode pour la santé, que c'était extrêmement complet, que tu vas toucher un petit peu à tout, que tu vas devenir un bon généraliste, que ça va t'aider dans ta vie de tous les jours, que ça va t'aider dans tes autres activités sportives. Mais le fait est que si tu commences à travailler dans le CrossFit ou à t'entraîner dans le CrossFit en termes en tant que compétiteur ou avec des aspirations de compétition ou de performance et que tu oublies le reste, tu vas te retrouver assez rapidement avec une tour de Pise qui penche en termes de conditions physiques plutôt que d'avoir une belle pyramide qui mhm, tient avec un socle solide. Et je pense que c'est là où je vois le plus de problèmes. C'est une mauvaise compréhension de la discipline en elle-même, peut-être aussi une mauvaise compréhension de la part de certains coachs et de certains gérants. J'ai parlé à assez de personnes, de pratiquants de CrossFit maintenant, qui ont aucune idée de ce qu'est la pyramide du CrossFit.
ou qui en ont déjà entendu parler de manière abstraite, ou qui l'ont vu une fois et qui ne se sont jamais reposé la question de quelles sont les différentes composantes de cette pyramide. Et pour le petit rappel, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, Je vais te nutrition à demander. la base, conditionnement métabolique. Ensuite, on a tout ce qui est de la gymnastique. Après, on a tout ce qui est de l'haltérophilie et tout ce qui est des lancers, donc lancers de poids et mouvements avec charge. Et tout en haut de la pyramide, on a le sport. Le sport qui, pour une personne lambda qui ne pratique pas le sport du CrossFit, devrait être des activités physiques que tu as envie d'explorer en dehors de la salle de CrossFit. Et donc, on met son fitness au profit du sport. Alors que pour un compétiteur, le sport du CrossFit, c'est les WOD, c'est les tests, ce que tu vas retrouver en compétition où tu vas t'envoyer à fond 3, 2, 1, go. Mhm. Et c'est très, très important de comprendre ces distinctions. Et à mon avis, à l'heure actuelle, et alors c'est un peu mon cheval de bataille, mais je pense que ça se recoupe assez bien avec tout ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. La case de la pyramide qui est la moins développée à l'heure actuelle dans le CrossFit, ça reste encore celle du conditionnement métabolique, du cardio, pour faire simple parce que on a mis en adéquation le WOD avec du cardio. Et on s'est dit que parce que je fais des WOD, je fais du cardio. Mhm. Et à mon avis, c'est réductionniste et c'est pas suffisant. Parce que si tu veux Clairement. vraiment une bonne base au niveau de ton cardio, juste faire des WOD H24, ça va très bien fonctionner pendant un moment, jusqu'à ce que ça fonctionne plus. Et je te garantis que quand ça fonctionne plus, c'est parce que le moteur a explosé. Et quand le moteur explose, il y a des blessures, il y a des plateaux, il y a des retours en arrière, il y a des dégâts, même, j'ai vu des sportifs, des athlètes de CrossFit, femmes et hommes, avoir des dérèglements hormonaux assez importants. Je veux dire, on peut vraiment se faire du mal en fermant les yeux, en n'écoutant pas son corps et en faisant n'importe quoi à fond tout le temps. Pendant des années, tu peux vraiment faire des dégâts. Et malheureusement, ça, je l'ai vu encore et encore, et c'est pour ça que je me permets de le mettre en avant. Il faut vraiment avoir un raisonnement qui soit intelligent au niveau de ses entraînements. Il faut être accompagné par des coachs qui sont compétents, qui savent avoir des conversations. On revient à ce qu'on a dit au début, qui savent avoir des conversations avec leurs sportifs, qui prennent en compte ta forme du jour par rapport à ce que tu vas faire. Et non, un watt par jour, tous les jours, c'est pas ce qu'il te faut pour être en bonne santé. Ça va t'aider, bien entendu, si tu pars de zéro et que tu es sédentaire, mais à un moment donné, tu vas voir que ça va devenir contre-productif. Donc voilà, je pense que c'est juste avoir une approche qui soit sensée, qui soit cohérente et qui soit réfléchie du CrossFit, peu importe la branche du CrossFit qu'on veut exploiter, que ce soit la philosophie ou le sport, Mhm. et être encadré par des coachs compétents qui comprennent bien ces disciplines, leurs tenants et leurs aboutissants, les besoins, les coins d'ombre aussi qu'on a l'habitude de mettre de côté ou de pas explorer, et qui souvent reviennent nous mordre plus tard quand on n'a pas bien Ouais. fait les choses. Et après, je peux me tromper, moi je suis sûrement beaucoup moins euh, imprégné de l'univers CrossFit que toi. Mais dans ma perception des différentes boxes dans lesquelles j'ai pu pratiquer ou passer, j'ai l'impression qu'il y a aussi donc, forcément une contrainte économique qui est liée à l'activité des différentes boxes de CrossFit où, alors, il y a le nombre de participants par WOD, enfin, en tout cas par entraînement, mais j'ai l'impression qu'on va trop vite dans le process euh, de passer de j'arrive, je suis novice, j'ai zéro. Ça se trouve, j'ai jamais fait de sport de ma vie ou j'ai juste été un petit peu sportif avant où je faisais complètement d'autres activités je vais soulever lourd, je vais sauter sur des boîtes, je vais grimper à la corde, je vais envoyer des projectiles à droite à gauche et tout ça à très haute intensité sur des délais très courts et parfois tous les jours de la semaine. Euh, Moi, on m'a jamais dit, attends, on va commencer par la base, viens, prends un an pour toi, où on va construire un corps et un cœur capable de supporter de la haute intensité, de la charge lourde, avec de la répétition. Euh, et pour moi, je me suis toujours demandé, ok, moi qui ai un peu de recul sur ce métier, je peux avoir un œil un peu critique en me disant, mais qu'est-ce que moi je ferais? Euh, et après, je me reviens en me disant, ouais, mais attends, moi je suis gérant également, et je me dis, si je fais ça, comment je l'organise en fait? Parce que moi, dans mon esprit, je m'étais dit, bah c'est simple. Tu proposes aux adhérents leur première année, année et demie.
en fonction du niveau, tu essaies de construire une batterie de tests qui te permet d'évaluer le niveau du pratiquant que tu as en face de toi. Et tu lui proposes, s'il est vraiment novice, bah, de passer 1 an et demi à construire les bases. Donc, avec un programme cardio adapté, avec un programme, pour moi, je partirais sur de la musculation, soit au poids du corps, soit avec purement musculation à proprement dit, pour pouvoir construire un corps capable de faire, quoi. Sauf que j'ai l'impression que les mecs, ils sont contraints de mettre tout le monde dans un process qui est le même et voilà, et de faire un peu de masse, quoi. Donc, je sais pas ce que t'en penses, j'ai pas vu beaucoup de boxe en même temps, donc Il y a ça, il y a le fait qu'on vit vraiment dans une ère de la gratification instantanée, mhm, que ce soit dans la malbouffe, que ce soit dans le porno, que ce soit dans toutes ces facettes de notre vie. Et le sport, c'est pareil. Ceux qui veulent juste se mettre leur cartouche de WOD tous les jours, pourquoi? C'est parce qu'ils sont addicts à ce ressenti-là. Hein, c'est pareil avec nos téléphones, c'est pareil avec plein de choses. Et c'est très, 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 très dur de sortir de ce mode opératoire où on est juste dans la gratification perpétuelle et quotidienne. Parce que un plan à 1 an et demi, ça a énormément de sens, mais il n'y a personne qui veut se projeter à 1 an et demi. Il n'y a personne qui veut penser, ah, j'aurai ce que je veux dans 1 an et demi. Ils les veulent aujourd'hui, ils les veulent demain, ils les veulent dans 2 semaines, ils les veulent après ce challenge de 30 jours. Donc, je pense que la difficulté pour les coachs, pour les adhérents et aussi pour les gérants, c'est de trouver un moyen de répondre à ces différentes demandes. D'avoir une allée, on va dire, ou une avenue qu'on peut exploiter avec cette idée de gratification instantanée, parce on peut pas juste attendre 1 an et demi pour avoir ce qu'on veut. Il faut aussi avoir des étapes intermédiaires qui vont nous permettre de gagner aussi sur un autre plan. Et je pense que ça, c'est, voilà, simplement avoir des objectifs qui soient raisonnables. On peut très bien faire changer les capacités de force de quelqu'un en 3 mois. En tout cas, ils vont lever plus de poids, ils vont faire plus de reps et avoir des étapes intermédiaires comme ça qui peuvent être quantifiables et très très simples à mettre en place et saines en même temps et qui nous tirent dans la bonne direction. Je pense que c'est le bon entre-deux. C'est avoir vraiment une approche structurée. Et pour ça, le meilleur moyen de le faire, ben, c'est de le faire de manière individuelle. mhm, C'est poser des questions à la personne. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu penses avoir besoin de faire pour arriver à tes objectifs? Et saupoudrer un petit peu de ce qu'ils aiment ou ce qu'ils veulent ou ce qu'ils pensent avoir besoin, ce dont ils pensent avoir besoin, avec ce que toi, tu sais, doit faire partie du programme pour qu'ils progressent et pour qu'ils atteignent leurs objectifs à court, moyen et long terme. Donc c'est encore une fois, on en revient à cette collaboration, poser la question, même pour quelqu'un qui en sait rien, hein, même pour quelqu'un quand je faisais du coaching, qui venait me voir, on avait la consultation le premier jour et qui me disait, ouais, alors je veux vraiment perdre un petit peu de gras autour du ventre, donc je sais qu'il faut qu'on fasse beaucoup d'abdos, mhm, etc. Et c'était pas le moment de les convaincre que c'était pas la chose à faire. Donc je leur disais, ouais, ouais, ok, on va faire ça, on va mettre en place des petits circuits après ces exos-là, à la fin de la séance. Et bien sûr, la part éducative, elle vient plus tard. Leur faire comprendre que c'est pas parce que tu fais des abdos que tu perds de la graisse autour du ventre, que tes poignées d'amour, c'est plutôt à cause de ta gestion du stress, ton sommeil et ta nutrition qui vont affecter là où ton corps va stocker ses réserves de tissu adipeux. Toutes ces choses-là, elles viennent dans un second et dans un troisième temps, mais d'abord, il faut communiquer avec la personne, faire en sorte, leur montrer que tu les as compris, que tu les as entendus, et je pense faire le melting pot entre leur perception et tes connaissances et ce que toi tu veux mettre en place. Mais encore une fois, ça prend beaucoup de travail, ça prend une approche individuelle. Et c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Il y a bien entendu des box, des structures, des gérants, des coachs qui mettent des choses en place qui ont beaucoup de sens avec des programmes d'introduction, avec vraiment une distinction claire entre l'aspect santé et l'aspect performance, des prérequis. Ça, je pense que c'est une chose qui peut facilement être mise en place assez rapidement. C'est dire, ben, tu peux faire ce mouvement, tu peux faire ce type de WOD une fois que tu as tel prérequis. Hein, si tu peux pas faire X traction avec 50% de ton poids de corps, tu ne vas pas faire des butterflies en dynamique parce que tu n'as pas la structure pour. mhm. Et ça, voilà, c'est des barèmes, des limites, des contraintes qu'on se doit de s'imposer et qu'on se doit d'imposer aux personnes qui vont pratiquer le sport ou la discipline. Parce que sinon, on va avoir des blessés. Parce que sinon, on va voir des choses qu'on n'a pas envie de voir et qu'on n'a pas envie de faire au CrossFit, qui est de blesser des gens ou de voir des gens qui se blessent.
Mais pour ça, voilà, il faut une approche cohérente et à long terme. C'était une manière un petit peu longue de répondre à ta question. Donc Non, oui, non, c'est très mais dur. C'est très dur d'avoir une structure qui tienne la route sur le long terme, tout en donnant quand même aux gens ce qu'ils veulent, c'est-à-dire des progrès, des choses à plus court terme. C'est à nous ensuite, en tant que coach, de trouver la recette magique pour faire ça. je te dis ça, mais entre guillemets, en ciblant la pratique CrossFit, mais moi, à mon échelle également, sur mon studio de coaching, avec les personnes qui viennent nous voir pour un accompagnement, on est parfois confronté à des problèmes à peu près similaires, où, comme tu disais tout à l'heure, où il y a cette envie d'avoir tout de suite, rapidement, et je vais aller plus loin, tout de suite, rapidement et avec l'effort minimum. J'ai pas l'impression qu'il y ait trop ça dans le CrossFit parce qu'il y a quand même une vision collective du truc où tu as l'impression que tout le monde doit se donner à fond. Donc j'ai l'impression que quand les gens vont dans une box de CrossFit, ils ont déjà ça dans l'esprit en se disant je vais me déboîter la tronche. Euh, mais en tout cas, pour les studios de coaching, pour le coaching perso ou individuel, il y a quand même des personnes qui arrivent dans un truc où ils viennent te voir et un peu comme un magicien, tu vas pouvoir agir sur eux en un claquement de doigts, en donnant deux, trois conseils, en faisant faire deux, trois squats, et puis derrière, tout va rentrer dans l'ordre. Et moi, c'est une des choses sur lesquelles j'essaye de vraiment travailler, c'est le pourquoi on vient. euh, Définir clairement qu'est-ce qu'ils attendent et ensuite essayer d'être le plus juste possible dans ma réponse et dans la proposition que je vais donner, dans le sens pas juste je, euh, je dis ce qu'ils ont envie d'entendre, mais juste côté un peu vertueux, je te dis la vérité, quitte à ce que ça te déplaise. C'est pas en 3 mois, ça risque d'être en 1 an ou 1 an et demi. Il va falloir arrêter telle chose ou plutôt ancrer ça dans tes habitudes. Enfin voilà, mais il y a quand même ce truc. Et j'ai l'impression que c'est sociétal où on veut tout de suite et je m'intègre aussi dedans parfois dans certaines composantes de ma vie, hein. J'échappe pas à la règle, mais en tout cas, j'essaie de creuser le pourquoi, comprendre. C'est quoi là, le vrai levier de motivation? Qu'est-ce que tu viens chercher? Et pour approfondir ça et y revenir régulièrement. Parce que le pourquoi il a tendance à évoluer en fonction de l'état de forme, en fonction de comment on évolue, etc. Donc, euh, pour moi, c'est une clé indispensable, c'est d'identifier clairement ce que les gens veulent et leur donner un plan clair sur comment on va pouvoir l'atteindre. Mhm. Euh, je reviens avant d'aborder la dernière partie, la dernière question que j'aimerais te poser un peu plus concernant cette approche un peu holistique de l'entraînement. Tout à l'heure, tu parlais euh, on a évoqué rapidement l'aspect respiration. Tu entraînes et tu proposes des programmes pour améliorer l'endurance. euh, et j'aimerais savoir si pour toi, tu fais un lien entre travail de respiration et amélioration de l'endurance. Sans pour autant, quand je parle de travail de respiration, je te parle de respiration. Je suis assis sur ma chaise ou allongé sur mon tapis et je fais des exercices spécifiques de respiration. Est-ce que pour toi, il y a un lien? Je sais qu'il y a des coachs en respiration qui naissent. Moi, je te dis ça parce que je me forme progressivement sur cet aspect-là. Mais je voulais voir, toi, si tu faisais des liens dedans, qu'est-ce que tu pouvais proposer à tes adhérents ou à tes athlètes dans ce champ de compétences? Je pense que la respiration, c'est un des aspects de la santé et de la performance qui est le plus mal compris et le plus sous-estimé. Je pense que depuis qu'on a tous lu cette ligne dans les grands livres de prépa physique, sauf cas exceptionnel, la respiration n'est pas un facteur limitant de la performance en Hmm. endurance, tout le monde s'est arrêté à ça et ils se sont dit, OK, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit parce que c'est pas un facteur limitant. Mais juste parce que c'est pas un facteur limitant à proprement dit, ça veut pas dire que tu peux pas en retirer des choses positives pour tes performances, pour ton contrôle, etc. Et c'est là où je pense que ce travail respiratoire intervient, que ce soit juste apprendre à mieux respirer, comprendre sa respiration, le mécanisme, la mécanique,
toutes ces choses-là, jusqu'à l'entraînement respiratoire à proprement parler, avec des outils, avec des aspirations, des focus de performance. Je pense que c'est tout des choses qu'il faut explorer de manière un petit peu plus objective. Et c'est à tout un chacun de le mettre en application. C'est un champ qui est bien recherché, c'est-à-dire que l'entraînement respiratoire a été bien documenté en termes de ses effets sur la performance. Et Mhm. c'est bien fait aussi pour les aspects de santé. Mais ça a été fait avec un nombre très limité d'outils, avec des protocoles qui sont très, très standardisés. Et en gros, ça a tout été fait avec le même outil, avec les mêmes protocoles. Et donc la limitation là-dedans, c'est qu'on n'a pas exploré toutes les possibilités. On n'a pas essayé différents formats de séance, on n'a pas essayé différents outils d'entraînement respiratoire, on n'a pas essayé différentes pratiques respiratoires dans différents contextes. Et on se retrouve aujourd'hui avec, comme tu l'as dit, hein, des coachs en respiration qui ont suivi un séminaire, qui adhèrent à une méthode, que ce soit Oxygen Advantage, que ce soit tout ce que fait Brian McKenzie, Buteyko. tout ce, ouais, Buteyko, que ce soit Wim Hof. Mais ce que j'ai essayé de faire avec les choses que j'ai mises en place, c'est de prendre une vue un peu plus holistique et de comprendre au sens large comment fonctionne le système respiratoire de manière intégrée avec tous les autres systèmes physio qui rentrent en ligne de compte, que ce soit en travail de force, en travail d'endurance, etc. Et ensuite, quels sont les différents leviers d'action qu'on a sur ce système respiratoire pour l'améliorer, pour l'entraîner. Et il y a je pense, une des facettes de la respiration qui est tellement intéressante et qui vraiment rend ce travail, à mon avis, indispensable, c'est le lien entre notre perception de l'effort et notre respiration. Et le Mhm. fait que notre respiration, elle est autonome, elle est automatique, mais on peut en prendre le contrôle si on le souhaite également. Et ça, c'est une qualité qui n'existe pas pour les autres systèmes physiologiques. Et le fait de pouvoir consciemment prendre contrôle de sa respiration et de la manipuler, ça peut avoir une grande incidence sur notre perception de l'effort, sur notre gestion de l'effort, sur notre gestion de l'intensité, sur notre capacité à tolérer des états de stress et de fatigue intense. Et rien que pour ça, je pense que c'est très, très intéressant de s'attarder là-dessus. Mais je me réjouis de voir dans les mois et les années qui viennent des perspectives un petit peu plus globales sur la respiration. Qu'est-ce que tu fais dans le froid? Qu'est-ce que tu fais au repos? Qu'est-ce que tu fais avant un entraînement pour te préparer psychologiquement et physiquement? Qu'est-ce que tu fais après un entraînement pour revenir au calme? Qu'est-ce que tu fais durant l'entraînement? Donc il y a vraiment toutes ces différentes facettes qui doivent être comprises et qu'on peut ensuite appliquer de manière cohérente et qui apportent vraiment une plus-value intéressante à l'entraînement. Ok, génial. Effectivement, la respiration, je te rejoins sur le fait que c'est, à mon sens, la qualité, ou en tout cas la dimension la plus sous-cotée pour le moment de la partie entraînement, prépa physique, même si on commence à percevoir les prémices d'une nouvelle vague avec des coachs en respiration. Et je pense effectivement qu'on est aussi aux prémices de, comment je dirais ça? La transversalité, en tout cas l'intégration des travails spécifiques de respiration mélangés à l'entraînement de prépa physique, Mhm. que ce soit en entraînement d'endurance ou en entraînement de force ou de musculation, enfin voilà. Et pour aller plus loin aussi dans toute la partie préparation mentale, conditionnement à l'effort, Mhm. visualisation. Enfin voilà, il y a tout un tas d'outils où, pour moi, la respiration est à l'entrée, c'est-à-dire à la base de l'optimisation de ces champs-là. Mhm. Et donc, c'est aussi pour ça que je veux continuer de me former là-dessus, euh, sans pour autant en faire je sais pas si ça se dit une dictate, mais en tout cas un, un champ qui est l'unique et la seule vérité. Mais une fois de plus, pour l'intégrer dans un système assez général, Mhm. pour pouvoir proposer quelque chose de cohérent. Euh, voilà. Bah écoute, on a pas mal discuté, on a abordé pas mal de sujets variés. Je suis hyper content également du fait qu'on ait pu rentrer dans des sujets un peu plus entre guillemets intimistes sur nos différents rapports à nos métiers et les perceptions qu'on en a eues avec les étapes qu'on a pu traverser. La dernière partie, c'est une partie question-réponse un peu plus short. Euh, Si tu veux bien te prêter au jeu. Allons-y.
Et donc, ma première question, elle concerne le dernier livre que tu as lu. Ouf, le dernier livre que j'ai lu, c'est The Sign and the Seal de Graham Hancock, qui parle euh, en gros, du Saint Graal, pour faire simple, Ok, avec toute l'histoire, qu'est-ce qui est derrière le Saint Graal, en fait, et les différentes péripéties qui se sont déroulées au cours des milliers d'années précédents, et qu'est-ce qu'on peut en retirer, qu'est-ce qu'on peut en apprendre et en comprendre. Je suis fasciné par les civilisations anciennes. Ça, ok, c'est les livres vers lesquels je gravite quand j'ai pas envie de lire de la physio humaine. ok, Et donc ça, c'est le dernier que j'ai complété, que j'ai lu. super. Euh, Ce sera peut-être une des personnes dont tu m'as parlé tout à l'heure, mais la personne qui t'a le plus influencé dans ton métier sur ces 5 dernières années. Alors, Pat, je dirais qu'il m'a énormément influencé, mais ça aurait été avant les 5 dernières années. Ces 5 dernières années, c'est une bonne question. Je pense que je peux dire Evan Pycon, qui m'a ouvert les yeux sur la bioénergétique, le fait que je comprenais pas ce que je disais en matière de filière énergétique et que je devais revoir un petit peu mon modèle à ce niveau-là. Donc, c'est lui qui a été à l'épicentre de cette remise en question il y a quelques années maintenant. Et donc, je dirais qu'il m'a mis sur cette voie sur laquelle je suis aujourd'hui. Donc, Evan Pycon. Ok, super. Euh, Qu'est-ce qui te pousse à t'améliorer en tant que coach et en tant qu'être humain? Quelle est l'alternative? Tu m'as dit quoi? Quelle est l'alternative? Si on vise pas vers le haut, il y a pas, on stagne ou alors on descend. Donc il y a pas vraiment de chemin alternatif à mon avis. C'est vers l'avant, c'est vers le haut et c'est la seule option possible parce que en tant qu'humain, on sait qu'on est drivé par justement ces besoins de développement, cette direction. Et si on n'a pas cette direction, on stagne et on meurt. Donc je le fais parce que c'est la seule option qui tienne la route. Génial, j'adore. Euh, Quel est le mouvement ou la chose ou la personne qui te donne le plus d'énergie? Qu'est-ce que tu peux faire? Pardon, t'as coupé un petit peu. Tu peux le répéter? Quel est le mouvement, la chose ou la personne qui te donne le plus d'énergie? Je dirais ma femme. Ma femme qui m'apporte énormément au quotidien et qui est au centre aussi de beaucoup de remises en question que j'ai traversées ces derniers temps. Je veux dire, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on est mariés. C'est une aventure qui est vraiment spéciale. Et de pouvoir collaborer avec elle au quotidien, de pouvoir bosser avec elle, de pouvoir partager des moments ensemble, je pense que la pandémie nous a vraiment rapprochés. Mhm. Et on a vraiment on avait une bonne relation avant, mais on a une relation qui est encore plus forte aujourd'hui. On parle de tout, on échange sur tout, on n'est pas tout le temps d'accord, mais ça fait partie du lot. Et c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement important dans ma vie. Elle fait quoi, ta femme, dans la vie? Parce que vous collaborez ensemble, donc elle est sur des champs qui complémentent ce que tu fais. Ouais, elle est nutritionniste de formation. Elle a lancé une école de formation en nutrition. Et on va venir à collaborer sur des choses axées nutrition avec Upside Strength dans les mois qui viennent aussi. Super, il y a moyen de la suivre quelque part ou commencer à faire un peu sa promo, je sais pas, on en Ouais, profite. absolument. Lynn Ferris, Ok, j'ai fait un podcast avec elle déjà sur la chaîne. Et comme j'ai dit, vous allez la voir un peu plus souvent dans les mois qui viennent. génial. Ta citation ou ton mantra préféré? You don't raise to the level of your expectations, you fall to the level of your training. Tu ne t'élèves pas au niveau de tes attentes, mais tu tombes simplement au niveau de ton entraînement. Donc, il faut que tes entraînements soient à la hauteur de tes attentes. Génial. Et la dernière, si tu avais une personne à me recommander pour un prochain podcast pour élargir mon champ de connaissances et étoffer mon podcast, qui ce serait? Par là, Vincent Foulonneau. Vincent Foulonneau. Ok, je note. Ouais. Et tu peux lui poser des questions sur l'entraînement, sur la prophylaxie, sur l'entraînement en endurance, sur l'entraînement en force, sur la nutrition, sur les facteurs de longévité, sur la mythologie, sur la physique théorique.
Donc, t'en as pour un petit moment et il y a pas mal de sujets qu'il sera content d'aborder avec toi. Donc, profite bien. Bah écoute, je te remercie. Merci, Une fois de Alex. plus, en gros, merci pour ta dispo, ces échanges super riches. Et puis, écoute, je te souhaite une belle journée. Toi aussi. Et fais de belles vidéos. Merci. À plus, ciao. Ciao.